Mesdames, Messieurs, l'itinéraire de la vie de Marc Barani emprunte de multiples routes. Elle mène à une immensité de territoires fertiles à explorer. Elle raconte un fascinant voyage. Je vous invite à embarquer et à naviguer sur les routes de ces vastes mondes qui lui appartiennent. Je souhaite qu'à travers les œuvres de Marc Barani affleure l'homme, que le distinguant, aujourd'hui nous le distinguions encore mieux. Je veux recueillir des tesselles pour former avec vous la mosaïque, car l'architecture de notre confrère est assurément autobiographique. Elle est écriture. Je le sais, je le sens, l'homme et le bâtisseur aujourd'hui ne font qu'un, ils sont ensemble, pris dans ce remarquable habit vert filet d'or. Monsieur, vous vivez à vive allure, car il n'est d'allure que vive, car il n'est de vivre que vite. Vous qui avez cette passion dévorante des coupés, des décapotables et des monoplaces, vous roulez, monsieur. La voiture roule vite, le moteur tremble et palpite comme un cœur. Elle déborde les lacets de la route étroite et serpentine. À gauche, la roche cyclopéenne. À droite, le vide profond. Entre la roche et le vide, la voiture roule. La vitesse redouble, le vertige. Vous regardez au loin. Vous regardez vers l'horizon qui n'est pas un point de fuite, mais la ligne tranchante d'un monde où il n'est pas d'issue sauf à l'affronter, d'un espace où il n'est point de fuite. L'allure est vive, la vive habite, vous êtes là. Vous roulez, la côte méditerranéenne, votre code génétique et celui de votre travail, cet espace pluriel n'est pas un lieu commun. Vous roulez. Le ciel en haut, Roquebrune, Cap-Martin au loin, l'horizon est à vos yeux une ligne, celle qui fait le ciel quand il chute dans la mer, bleu sur bleu, celle qui rend Icare mortel et les êtres humains humbles. Dans le rétroviseur, la Méditerranée, la baie des Anges, où vous revenez chaque fois que s'éteint la semaine pour goûter le parfum des bois, de la soca, du jaune bis et du grand bleu, de la bille qui arrime quand parfois tout vacille, car parfois la vie tangue, je le sais. La vie tangue, mais la voiture roule. L'ordre est un moment du désordre, parfois des vents contraires, parfois des marées violentes. Édifier, c'est naviguer dans l'océan des possibles. Songez, monsieur, que l'architecte et le marin ont le même mot pour dire l'œuvre de leur vie, le bâtiment. Bâtir, quel bel infinitif que celui-ci. Non pas construire, bâtir, échafauder, élever, édifier. Bâtir, étymologiquement, coudre à grands points. Traiter les fibres de chanvre, ainsi que le rapporte le dictionnaire d'une autre académie. Ne dit-on pas bâtir un habit, l'habit vert et or, qui aujourd'hui est le vôtre et qui vous fait nôtre? La voiture roule, surplombe le jardin des serres de la Madone et le jardin des Colombiers, et puis encore le cabanon du Corbusier. M'autorisez-vous, monsieur, à rappeler ici à nos confrères que l'architecte savant qu'ils ont sous les yeux croyait enfant que Le Corbusier désignait un nom de métier, une profession, et que, par conséquent, l'on allait chez Le Corbusier comme l'on va chez le cordonnier, le boucher, le boulanger. Clin d'œil du destin, bien des années plus tard, vous restaurerez le cabanon du Le Corbusier. À 2 pas de là, dessinée par Hélène Gray, la Villa E 1027. Cette villa au curieux nom de matricule et ce cabanon voisin autour duquel vous jouiez avec Christian, ce jeune frère auréolé de votre regard protecteur, avec lequel vous déballiez la pente, comment pressé de rejoindre votre grand-père tant admiré, arpenteur insatiable de ce pays. Vous rêviez déjà de rouler vite, de vivre pleinement. Je vous vois, monsieur, né en 1957, enfant espiègle, aux culottes courtes, genoux écorchés et tibias rayés par les chardons, pareils à Jean-Pierre Léaud, des 400 coups, ou aux gosses des photographies de Jacques-Henri Lartigue, délapidant leur jeunesse à force de joie,
pris dans des éclats de rire et de soleil, l'Artigue, avec son nom d'artiste et de garrigue, dont vous alliez devenir l'assistant un beau jour de 1977. L'Artigue, maître en lumière, dont vous étiez l'ombre vive, l'assistant zélé, le disciple admiratif de Piero della Francesca, dans Les maîtres et serviteurs de Piero Michon, que vous aimez tant citer les yeux fermés. Vous êtes la semaine à la Cité U de Lumini, à Marseille, et le week-end à Londres, au Ritz. Au Ritz. Vous êtes déjà un homme subtil, sensible et sensuel. Vous regardez avec avidité l'Arctique photographié, la blondeur et la peau de lait des femmes, fixer la beauté des choses par des sels argentiques. On pense à vous pour ce monde opulent, fait de publicité, de publicistes, de vie facile et d'aisance. Vous dites non. Vous dites à l'Arctique que vous voulez devenir architecte. Vraiment? Alors faites-le. Sentence irrévocable. Table de la loi merveilleuse. Alors, fais-le. Donc, acte. École de la vie, de l'envie, logique du désir, les filles sont belles, le monde est beau, la cité est radieuse, on dirait un premier matin du monde. La voiture roule, Marseille est loin, désormais Londres aussi, Fumoto du souvenir. Vous souriez, monsieur, car c'est bien vous, dans le rétroviseur, prêt à en découdre avec les routes à venir, avec les virages et les déclivités qui font les hommes. Et vous partez. Vous partez en 1981 au Népal. Vaguement anthropologue, pas même architecte, l'Orient est un rêve. Là-bas, vous découvrez que pour savoir, il faut être initié. Vous découvrez la loi infrangible qui préside aux demeures et que l'on ne grimpe pas tout de suite à l'étage d'en haut des maisons, que la vie est une canopée, que tout espace se découvre et se mérite, que la ligne d'horizon est décidément inexorable. Vous avez les Lévi-Strauss dans la poche et votre intrépidité en bandoulière. Au Népal, vous naviguez à vue. Vous acceptez de prendre le temps de comprendre ce que vous nommez les expériences spatiales imprévisibles. Vous comprenez que bâtir, c'est bâtir sur et c'est bâtir contre. Tout architecte est palimpseste. Le Népal vous apprend cela, l'humilité et l'opiniâtreté. Il faut savoir lire un lieu, il faut marcher dessus, entrer dedans, y boire des breuvages et y entendre des récits, y entrer comme dans Babel pour démêler les voix, pour gravir les étages. Du Népal, vous revenez affûté. Vous savez que la modernité peut dialoguer avec la tradition, que Le Corbusier est un bâtisseur titulaire qui a osé ce dialogue, notamment à Chandigarh, ville mythique que filmera si bien votre frère Christian. Du Népal, vous revenez initié. Vous savez désormais parler de la mort comme personne. La voiture roule, Roquebrune et son cimetière Saint-Pancrace, celui où une dalle modeste recouvre le corps de Le Corbusier, celui où reposent vos parents, votre mère que je connais si bien par les récits que toujours vous faites d'elle, votre mère Madone, qui vous a su académicien avant de mourir, votre mère qui un dimanche vous aurez sans aucun doute proposé de bâtir votre habit, votre mère qui partout manque, votre mère à qui je rends hommage sous cette coupole solennelle. N'est-ce pas la marque d'un destin étonnant que votre première œuvre architecturale fut le cimetière de Roquebrune, que le jeune homme aux mains nues qui n'avait jamais dessiné et qui avait fustigé la cité radieuse depuis le bus 21, le conduisant à l'école d'architecture de Marseille, que ce jeune homme de 29 ans fut désigné en 1986 pour concevoir l'extension de ce cimetière au milieu des pins, face à la mer et face à l'horizon. Vous commenciez par la fin,
Votre alpha était un oméga, car le monde est une révolution. Les architectes et les marins le savent. La terre, comme la fortune, tourne. Ce jour-là, ce fut un jour de chance. Là, dans cette excavation spirituelle, vous méditez sur la mort qui n'est pas une rupture, confiez-vous, mais une continuité, un passage et une accélération du temps. Là, plus tard aux ateliers pédagogiques de Mouhan-Sartroux, livrés en 1998, vous enfouissiez vos œuvres, vous ravinez pour bâtir, vous forez comme une souris son trou. Vous vous excusez, presque. C'eût été creuser sa propre tombe si ce chef-d'œuvre de l'architecture funéraire n'avait pas affirmé sans contredire votre talent et votre humilité. Tout s'éclaire, tout s'éclaire. La voiture repart, continue et accélère comme la mort, la brume de beau temps se dissipe, la pente à vos pieds, l'horizon à perte de vue, devant la Méditerranée comme un royaume, derrière la montagne. L'arrière-pays où vivent vos amis, l'auteur Marilyn Desbiol, dont la littérature est un phare, et le sculpteur Bernard Pagès, avec lequel vous avez livré en 2021 la passerelle du millénaire de Comte. Plumes et métal réunis, pierre, feuilles, ciseaux, ce monde azurien est celui des sculpteurs, des écrivains et des enfants. Avant la pente abrupte qui appelle obliquement les souvenirs, la voiture freine. On dirait que sur le bord de la route, taillé dans la falaise comme une rizière, vous aviez aperçu quelque chose. Je vous vois, monsieur. Vous descendez de la voiture, vous cueillez des asperges sauvages. C'est Mars, c'est le soleil, c'est la pousse comestible que vous connaissez par cœur. C'est l'asperge que l'on assaisonne avec de l'huile d'olive. C'est la joie pour laquelle il n'est que de rouler, que de vivre. C'est la récolte de la patience d'un homme qui roule vite, mais qui roule éveillé, dans ce territoire qui est le sien, où il sait distinguer le mouvement d'un renard de celui d'un chien, un vrai d'un faux ami, un bon vent d'un mauvais vent, ce territoire qui à la fois vous ancre et vous permet des traversées et des odyssées. Ce pays est votre Ithaque, vous savez pouvoir y revenir. C'est pour cela que vous pouvez partir. Vous savez d'où vous venez, monsieur, je le sais. La voiture roule, vous avez mis la musique de Puccini, le soleil ricoche, là, juste en bas, comme à portée de main, Monaco, le rocher de Grace Kelly, le rocher où roulent des Formule 1, des mécaniques et des splendeurs, ce rocher au bord de la mer que j'aime tant moi-même, ce rocher qui m'arrime. Est-ce pour cela que vous avez pensé à moi, monsieur, me confiant le supplice d'ici prendre la parole? Moi, le mammifère marin qui préfère aux mots les voix de l'océan? N'en doutez pas, monsieur, je suis infiniment honoré et heureux. J'ai l'intuition que vous m'avez désigné car nous nous sommes rencontrés, non pas croisés, mais rencontrés, reconnus. Vous êtes un loup qui connaît la meute. Vous êtes un poisson qui aime son banc et révère les siens, les architectes et les proches qu'adulent votre amitié souveraine. Ceux qui vous aiment et ceux qui vous admirent et qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Alain Philippe, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, à Françoise Châtel, directrice de la DRAC, à Martin Zekeli, qui partage avec vous le goût de l'épure et de l'écriture du vide. Et puis, il y a vos filles que je salue. Léa et Cécile, vos sirènes, vos merveilles, me direz-vous, avec cet éclat sans pareil dans vos yeux. Léa aménage nombre de vos projets, Cécile en conçoit le mobilier et a dessiné votre épée, celle qui aujourd'hui vous arme, vous qui parfois désarme la bonté et la tendresse. Elles sont là, toujours, inconditionnellement, dans vos phrases et dans vos dessins. Votre travail charrie tous les domaines, urbanisme, sculpture,
sociologie, littérature, anthropologie, politique. Vers lui confluent toutes les disciplines, fussent-elles exogènes à notre métier, polysémie que sacre magnifiquement le centre multimodal des tramways de Nice, une réalisation majeure qui vous vaut en 2008 la suprême distinction, l'équerre d'argent du groupe Le Moniteur. Oui, je vous ai reconnu et nous vous reconnaissons, monsieur. En vous installant là, en ce fauteuil laissé vacant par l'immense architecte, mon ami Claude Parent, comme vous, un homme de rupture, en vous reconnaissant, nous vous reconnaissons vraiment. Sur les routes de l'existence, certains aides vous touchent et vous déroutent, comme le savent si bien vos complices Francis Solaire et Anne Démian. Marc Barani a ce formidable pouvoir de modifier votre itinéraire. Monsieur, la découverte de votre travail fut un enchantement, de ceux qui bouleversent et de ceux qui éblouissent, qui chahutent la vue. Quel est l'homme qui, pour Cannes, livra une demeure orthonormée, aussi juste et aussi précise, épousant le paysage comme une évidence, plus vraie que nature, comme la villa Malaparte de Capri, moderne et cistercienne, un regard puissant vers l'horizon sur la mer. Quel est cet homme qui sait mettre les points sur les i et les points sur la table et faire preuve d'une telle douceur, d'une telle délicatesse? Je sais votre goût du mystère, qui est aussi un goût de l'honneur, un honneur métissé d'un orgueil qui n'est jamais vanité. Votre parole donnée n'est jamais reprise. Votre parole profuse est peuplée par les silences et les angles morts. Honneur de la parole donnée, comme dans ce Liban que vous aimez tant pour y avoir conçu la tombe mémoriale de Rafi Hariri, inaugurée en 2017. Vous êtes méditerranéen et oriental, sicilien et libanais, Corléone, sultan, vizir, et même parfois médium pour avoir pressenti cet incroyable moment spatial. Alors que mon ami astronaute Mike Lopez Alegria m'appelait depuis l'espace à bord de la station ISS, au même instant, vous m'appeliez depuis Rome pour me faire écouter, me dites-vous, le son spatial des cloches de la ville éternelle. Qui êtes-vous? Vous qui, un jour de séance solennelle, sous la coupole, oubliez de porter une veste, vous souriez de n'avoir pas les codes, comme un adolescent dans ce collège des 4 nations, tout à la fois frondeur et ébahi. Vous êtes ici comme dans votre garrigue originale, mais vous vous pincez pour y croire. Vous qui êtes parti de rien pour devenir presque tout, vous êtes aujourd'hui celui que vous vouliez devenir. L'ascension sociale est votre histoire, le dévouement, votre loyauté. Vous savez d'où vous venez. Les asperges et la soca ont toujours la même saveur. Qui êtes-vous, monsieur, pour ainsi savoir raconter, réciter pour démêler par vos mots et vos œuvres les chevaux du réel, qui est toujours une fiction? Dolce vita et commedia dell'arte? Pas si sûr, car je sais dans vos yeux la noirceur des orages, je sais vos doutes. Si vous êtes l'architecte de la lumière, qui est étymologiquement du côté de la lucidité, je sais aussi que l'ombre plane, que l'eau est parfois turbile. Quel est l'homme qui joue avec audace et passion à l'architecte qui ne se lance dans un projet que s'il met en œuvre son intelligence, son courage et son honneur? L'architecte, dites-vous, est la science des correspondances subtiles, un retrait et une modestie, une nuance infinie. Pierre Michon, dans Maître et serviteur, le dit. L'artiste est quelqu'un qui, tôt ou tard, doit faire son deuil des maîtres, de l'art et de son histoire, et apprendre que tout artiste, pour sa part, est de nouveau seul dans ces régions arides où l'art confine à la métaphysique. Je le dis sans lyrisme, monsieur. Vous êtes un métaphysicien du paysage et de l'espace. Qui êtes-vous pour, comme moi, aimer tant la mer au point d'avoir l'élégance
d'être installé un 8 juin. Journée mondiale de l'océan, si chère à mon cœur, vous souhaitez plonger et appartenir à ma tribu, celle des femmes et des hommes du monde sous-marin, les mériens. Écoutons Charles Baudelaire. Homme libre, toujours, tu chériras la mer. Vous aimez tant l'élément liquide au point de tendre au-dessus de lui des ponts, des chefs-d'œuvre de statique et de portée, ainsi ceux de Boulogne-Billancourt et de Nantes, conçus respectivement en 2009 et 2011. Le pont, symbole de nos vies qui sont des traversées ou des jetées, n'est-ce pas la trace de votre humilité? Mieux, des passages. Le pont relie les êtres, endigue les éloignements et affronte les écarts. Votre architecture me paraît ainsi résumée. Vous savez, vous avez su dessiner le centre des congrès de Nancy et le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, inauguré en 2014 et 2021, pour avoir su fonder l'espace, ces deux mastabars modernes, implacables et lumineux, imaginés pour le recueillement qu'inflige l'étude ou la justice. Est-ce à dire que le sacré est votre royaume, vous que la couleur sombre habille comme un anarchiste ou un franciscain? N'est-ce pas à Sisteau ou à Vézelay que l'on peut rencontrer les mêmes propriétés du vide quand le dénouement le dispute à la nécessité, quand la vue s'étend et que le cœur s'épanouit, quand tout semble irréductiblement à sa place? Je vois l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable à Nice, cet ardiès lumineux. Je vois l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles qui m'a coupé le souffle par sa pureté, sa rigueur, son audace, son langage qui a fait face à la fondation Luma de Franck Gehry. Je vois le Chez, les David à Vienne, cette prouesse de statique et de pureté. Je vois aussi les logements sociaux Horizon, Méridia à Nice qui réinventent la vie collective et joyeuse. Mais surtout, et enfin, votre engagement. Je pense à vos batailles et à vos investissements auprès des ministères, à votre animation du groupe Innové de 2015, car, dites-vous dans ce style inimitable, l'innovation est une désobéissance qui a réussi. Je pense à ces années passées à inventer la loi CAP et à défendre le permis de faire et je vous cite encore, permet de substituer à des obligations de moyens une obligation de résultat. Je pense à votre implication en tant que membre du cercle de réflexion valeurs de l'architecture mis en place en 2018. Vous le savez, monsieur, la bravoure publique peut en faire. La hardiesse est un viatique au milieu de la morosité et de la frilosité, car vous êtes le fruit proclamé de cette bravoure et de cette hardiesse, de vos pères qui un jour imposèrent leurs idées, ces idées qui sont chez vous des désirs. Le Grand Prix national de l'architecture que vous recevez en 2013 n'a rien changé à l'homme. Vous continuez de rêver, de rire, de taper du poing sur les tables, de taper sur les épaules des amis. L'homme est toujours de feu et de tendresse, plus que jamais engagé. L'enfant d'Espiègle ne pense plus que le Corbusier est un métier. Vous êtes désormais reconnu, révéré, honoré. Les asperges sont toujours sauvages. Vous avez désormais pour les couper une splendide épée. Bonjour, monsieur.
Merci, merci, chers confrères, pour ce magnifique discours poétique, magnifique. Mesdames et messieurs, l'usage et les statuts de notre compagnie prévoient que la première intervention de chaque nouvel académicien sous cette coupole soit l'occasion de prononcer l'éloge posthume de son prédécesseur, qu'il en retrace ainsi la vie et qu'il en expose l'œuvre. Cher Marc Barani, il vous appartient donc maintenant, pour marquer votre entrée officielle dans notre académie, d'évoquer devant nous la mémoire de notre très regretté confrère Claude Parent, qui avait été élu dans notre compagnie le mercredi 13 avril 2005, au fauteuil alors laissé vacant par la disparition de l'architecte Jean Balladur. Vous avez maintenant la parole. Chers amis, je pensais, en venant à cette tribune, m'abriter derrière la figure de l'architecte et le statut d'académicien. Monsieur, cher Jacques Rougerie, cher Jacques, vous venez de faire voler en éclats ce paravent fragile. Me voilà mis à nu. Étrange sensation qui fait battre le cœur plus vite, rétracte l'espace et met le cerveau en pilotage automatique. Les mots redeviennent des mots, et je n'ai que pour dire toute la reconnaissance que je porte à l'Académie des Beaux-Arts, qui m'a fait l'honneur de m'élire au fauteuil numéro 5, celui précédemment occupé par l'immense Claude Parent. Revenons un instant à vous, Jacques, avant que je ne tente de pointer quelques similitudes avec Claude Parent, dont il me revient la responsabilité de faire l'éloge aujourd'hui. Vous êtes architecte océanographe. Architecte océanographe. Cette double formation interroge, intrigue, stimule l'imagination, fait rêver, tout simplement. Claude Parent disait dans son discours d'installation « Je rêve d'une ville dont le tissu urbain, dont les habitations sont à touche-touche, en continuité. Pensez à une coulée de lave sur les flancs du Vésuve, pensez à habiter l'océan et non sur l'océan, pensez à la forêt vierge que vous taillez à la machette pour forcer le paysage, trouver votre bulle habitable. Habiter dans l'océan, c'est votre carrière, le projet d'une vie. Je garde en mémoire un espace aquatique extraordinaire, un lieu où la lumière devient identique dans les 3 dimensions. Le Grand Bleu. Un espace illimité, sans repère, un espace sensible, de sensibilité pure, et ce n'est pas l'animal marin que vous êtes qui me démentira. Un espace en écho à celui qu'Yves Klein a fait émerger dans ses monochromes métaphysiques. Claude Parent, vous avez travaillé avec Yves Klein sur des projets d'architecture de l'air. Ces expériences fondatrices influenceront profondément vos recherches sur l'espace, sur le vide et sans doute votre rapport au monde. L'architecture immatérielle visait à construire la ville de demain à partir des éléments naturels que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Les principales recherches concernaient le toit d'air qui remplaçait le toit fermé, cet écran qui nous sépare du ciel, du bleu du ciel. Transformer le logement en une immense maison cosmique, voilà une ambition qui ne manque pas de souffle. Est-ce cette correspondance qui a poussé Claude Parent à soutenir votre candidature, cher Jacques, pour injecter dans l'Académie des Beaux-Arts une recherche qui, comme la sienne, a élargi le champ traditionnel de l'architecture et l'a poussé dans des états limites. Vous faites partie tous les deux des fers de lance d'une génération qui a goûté à cette drogue dure qu'est la liberté, qui a repoussé sans relâche les limites du possible. Vous avez ouvert, avec courage et obstination, bon nombre de portes. À nous de ne pas les laisser se refermer. La tâche est sérieuse en ces temps de repli, et l'Académie y prendra part. Flamboyante, pour ne pas dire héroïque, votre démarche, Claude Parent, conjuguait utopie et recherche permanente. L'expérimentation était votre cheval de bataille, une manière de lutter contre toute forme d'académisme. Il faut y voir une ouverture de l'architecture vers le futur. Résolument moderne, pour répondre à la jonction bien connue de Rimbaud. Il faut être moderne. J'aime ces paroles pour l'ambiguïté qu'elles portent.
Est-ce une injonction que le poète s'adresse à lui-même ou une injonction sociale qui s'impose à lui? Votre travail de mise en abîme de la modernité porte la même ambiguïté fertile. Claude Parent, vous êtes un constructeur autant qu'un auteur. Il y avait chez vous de l'artiste comme du polémiste. Une trilogie où l'œuvre théorique, l'œuvre construite et l'œuvre graphique sont savamment imbriquées. Vous avez déclaré « L'architecture, elle m'a été très difficile, rétive à mes rêves iconoclastes. Et l'avenir le dira plus tard, une juste voie ou un échec à mes rêves. » Revenons aux sources. Si le mouvement Dada, le surréalisme et Artaud sont les dieux de votre jeunesse, vous allez trouver chez Yves Klein, que vous rencontrez en 1959, un véritable complice, voire un guide. Vous dites, à partir de ce moment, le délire de l'utopie m'a saisi tout entier. Croiser la trajectoire fulgurante de l'artiste et travailler avec lui doit laisser des traces, sûrement. Yves Klein, c'est l'architecture de l'air. Le saut dans le vide restera à jamais l'icône de la liberté. L'oblique peut-être. C'est aussi la combinaison de l'eau et du feu pour les fontaines de Varsovie au Trocadéro. Un défi pour vous de préfigurer par les dessins de cette célébration spectaculaire aussi inédite qu'immatérielle. Donner forme au rêve d'un mystique qui veut faire brûler le feu au cœur du vide, c'est risqué. Mais j'avoue que c'est le moment de votre carrière que j'envie le plus. Klein était niçois. Ceci dit, on imagine que l'architecte que vous êtes était plus à l'aise pour concevoir le mémorial d'Yves le Monochrome, disparu précipitamment. Prévu à l'origine pour s'inscrire sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Vence, le bâtiment sculpture, tout en béton, est un puissant dispositif optique et physique qui croise le vertical, l'horizontal, l'oblique et le cryptique. Cette architecture métaphysique propose dans un parcours initiatique une autre carte mentale des plus poétiques du travail de l'artiste. En fait, vous étiez à la recherche de correspondances entre des univers différents pour, je vous cite, déplacer l'architecture. Déplacer l'architecture. Parmi ces univers, les artistes tenaient une place centrale. Vous étiez devenu leur intime. André Bloch, le fondateur du groupe Espace, militant pour la synthèse des arts, y était pour beaucoup. Vous le rencontrez à l'âge de 28 ans. Le groupe prônait l'élaboration d'un nouveau cadre de vie par le truchement d'un art total et déplorait la dissociation des arts plastiques, de la peinture, de l'architecture et de la sculpture. Qu'on se le dise. Paul Bury, Hagan, Nicolas Schaeffer et sa ville spatio-dynamique, Tinguely, avec qui vous imaginerez un labyrinthe dynamique de 50 mètres de haut à la Porte Maillot. À l'instar de la nouvelle vague, tous ces artistes s'intéressaient en fait au mouvement, chacun à leur manière. Le mouvement, c'est l'oxygène et le carburant de vos recherches. André Bloch, c'est aussi le fondateur de la revue Architecture d'aujourd'hui, dont l'audience internationale vous a permis de rencontrer, encore jeune homme, de grands architectes du calibre de Kenzo Tange, Arne Jacobsen, Jean Gisberg, Richard Neutra, Louis Kahn. Mais c'est bien Richard Kistler, auteur de la mythique et jamais construite Endless House, qui vous intriguait, voire vous fascinait. Votre œuvre s'attachera à conjuguer la dimension plastique et domestique de l'architecture, à partir d'une série de maisons que vous avez bâties pour des clients qui rêvaient d'autres espaces. J'ai toujours dessiné avec le client. Il faut le faire participer pour qu'il comprenne où vont les forces du projet, qui, une fois débusquées, nous tiennent par la main. Ainsi naquit en 1963 le cube basculé de la Villa de Rush à Versailles, puis, aux environs d'Oudan, la maison Vague avec ses toitures rythmées de béton et de cuivre. En optant pour un vocabulaire monumental, vous avez fait entrer en résonance la villa avec Chandigarh de Le Corbusier, avec Kenzo Tange, avec la fondation MAG de Louis Sert. Quant à la maison Hoog, projetée sur le lac Léman, elle ne sera hélas jamais construite. Un bloc monté et descendé sur un axe oblique, un pylône de béton. Il nous faut maintenant mettre à jour la lutte fondamentale entre l'aérien et le massif, qui se lie dans votre travail et qui pourrait bien en constituer l'essence. L'aérien, la maison bloc au Cap d'Antibes, 1962,
suivi de la Maison de l'Iran en 1968, sont tous deux des structures métalliques. Elles font figure d'exception dans une production d'un brutalisme assumé. Dans les deux cas, vous suspendez des volumes dans l'espace, au bord de la Méditerranée comme en lisière du boulevard périphérique. Pour la maison de vacances de Bloch, vous précisez, il s'agissait avant tout d'articuler l'espace, de piéger le vide par la rigueur de l'ossature. Un nid d'oiseau métallique accroché dans la pente. La maison passera au tribunal pour trouble esthétique. La pente, dans le sud, ou la présence de carrières dans le sol à Paris, vous ont amené à travailler le squelette de ces bâtiments, à le structurer, à lutter contre la gravité pour chercher un état d'apesanteur. La matérialité de la Terre, l'évanescence de l'air, la tension éternelle entre ces éléments, toujours. La masse, à contrario, vous la mettez en scène dans plusieurs de vos projets, dont certains, comme les centres commerciaux ou les centrales nucléaires, étaient avant vous hors du champ de l'architecture. À Nevers, dans un quartier périphérique, vous faites émerger en 1964 l'église Sainte-Bernadette du Banlay, dans une nouvelle urbanisation constituée de pavillons de la loi Loucheur. C'est l'inversion des codes. Une image de guerre vient véhiculer un message de paix. Une belle intensité, émouvante, même pour qui n'a pas connu la guerre. Avec Paul Viriot, votre compagnon de route, vous concevez quelque chose comme un bunker. Une architecture de coque, un monolithe de béton, fracturé en toiture, ouvert à la précieuse lumière. Une carapace pour se protéger aussi de la médiocrité ambiante, pour dénoncer la violence, la dominer en la sacralisant. L'église de Nevers s'impose par sa puissance culturelle. Elle n'est pas sortie d'une agence d'architectes, mais de la rencontre de deux hommes, direz-vous. L'église sera inscrite au monument historique en 2000, quelques années avant que le Havre moderne de Perret ne fasse son entrée sur la liste du patrimoine mondial. Vous avez par la suite accompagné l'essor de la société de consommation à la fin des années 60. Cette nouvelle génération de magasins sera pour vous une véritable opportunité pour imaginer de nouveaux lieux. Avec toujours l'expression de la masse, dans le cas de Sens, fracturée par une poussée imaginaire qui évoque la tectonique des plaques ou le fracas de la mer de glace peint par Caspar David Friedrich. Le romantisme pour transcender l'indigence des paysages commerciaux, épatant. C'est aussi un terrain d'expérimentation où vous allez pouvoir mettre en pratique la théorie de la fonction oblique, comme à Sens, à l'échelle d'un bâtiment de 200 mètres de long. Il est aujourd'hui en danger, œuvrant pour qu'il soit conservé. Ce centre commercial hors norme était votre bâtiment préféré, plus que celui de Reims-Tingueux qui, lui pourtant, fera la couverture de la revue allemande Bauwelt. L'hypermarché de Sens contenait à vos yeux plus de fonctions obliques. Les boutiques sont greffées sur des pentes et les rampes plus acrobatiques. Vous aurez fait de cette évolution des modes de vie un véritable sujet d'architecture. Autant dire que vous avez pris les devants dans la lutte contre la banalisation et le massacre des entrées de ville qu'il faut aujourd'hui arrêter. Il y a des situations où votre puissance créative ne pouvait mieux coller au sujet. Les centrales nucléaires, les maisons de l'atome, pour reprendre le titre d'un livre. Un sujet risqué qui va participer à l'ostracisme dont vous avez été victime. On est venu vous chercher pour construire ces forteresses de l'énergie. Il faut être moderne. L'architecture devait être différente de celle du gaz ou du pétrole. Vous réunissez alors un collège de 9 architectes, dont ceux qui maîtrisent parfaitement le béton, comme Paul Andreu, le créateur du terminal historique de Roissy 1, et Roger Taillibert, l'homme du Parc des Princes. Tous deux deviendront des membres de notre Académie des Beaux-Arts. Pas de boîte, arrondir les angles, c'est la consigne. Les réacteurs auront des dômes. Dans vos dessins, vous irez jusqu'à imaginer l'usine comme les pieds de Toutankhamon. Il faut être moderne. Mais en sortant, galvanisé d'une conférence de Georges-Henri Pingusson, auteur du Mémorial de la déportation à Paris, un chef-d'œuvre absolu, vous êtes convaincu que l'architecture ouvre tous les possibles. Le champ de l'utopie auquel vous avez été doublement sensibilisé par Yves Klein et André Bloch est alors ouvert. Tandis que Friedman s'attaque au ciel
avec son Paris spatial et que Mémon se met en tête de construire dans le lit de la Seine, vous virez à l'oblique. L'oblique qui deviendra une fonction et une obsession. Le diable, c'est l'oblique, avait prévenu Julien Gracq dans Le Beau Ténébreux, un auteur que vous appréciez beaucoup. Vous en parliez comme d'un mentor. L'écrivain vous rédigera d'ailleurs un texte intitulé Rome, dans l'ouvrage de dessin Colère ou la nécessité de détruire, paru en 1982. Votre point de vue sur le futur, envisagé comme un choc, est tranché. Il est à la fois destructeur et libérateur, en tous les cas sans complaisance. Il est question de patrimoine. C'est dans l'équilibre héritage-hérésie que tout se joue. Vous pensez que du couple destruction-création naît et renaît l'architecture. Une vision empreinte de sagesse tout orientale. Je vous cite, « Le temps de l'architecture est vécu comme une cruelle déchirure entre la mémoire et l'imagination, entre la consomption de l'héritage et les vestiges souverains du besoin et de la nécessité de créer. Dans cet ouvrage, vos dessins figurent des langues de sol qui déboulent comme un raz-de-marée, une coulée de lave, emportant le passé réduit à l'état de fragments. La fonction oblique, en prenant comme matière première le sol, s'attaque aussi très clairement à la modernité. Cette modernité qui a nié la puissance tectonique du sol, en le considérant comme une pure surface fonctionnelle désincarnée. Vous faites avec Paul Virilio, dès 1963, l'hypothèse de plans inclinés dans la vie quotidienne comme antidote à la faillite des villes qui ne fonctionnent plus. Car il s'agit d'une démarche scientifique et vous voulez la vérifier par des expériences que vous ferez avec votre sœur danseuse, des alpinistes, des marins et des médecins, dont un traitant des troubles de l'équilibre. Fixer la vie sur des plans inclinés. Cette idée, modifier le support horizontal en le faisant basculer sur une pente de 10 à 35%. C'est précis. C'est une aventure spatiale à laquelle vous nous invitez. Cette nouvelle géométrie de l'espace vous amènera à transformer complètement le pavillon français de la Biennale de Venise en 1970. Votre chemin se sépare alors de celui de Virilio, avec lequel vous êtes en désaccord depuis la fracture idéologique de 1968. Vous assurez alors la présence française à la Biennale de Venise. Soulignons que vous êtes le commissaire de la Biennale d'art, car à cette époque, la Biennale d'architecture n'existe pas encore. C'est donc l'univers d'un architecte des plus prospectifs qui s'offre alors au public, un univers composé de pentes et de contrepentes. L'installation en dit long, la ligne de la plus grande pente. Comme un squelette incarné par les interventions d'artistes comme Morellet, Bury, Manoni. L'année suivante, l'appartement du peintre Bélaguet à Neuilly concrétisera l'expérimentation sur le sol à vivre. Ce projet, comme celui de votre propre maison à Neuilly, la maison noire face aux deux jumelles de Le Corbusier, vise à sortir l'architecture de sa statique, l'installer dans une dynamique, mettre le corps en mouvement. Le mouvement, toujours, de plus en plus central dans vos réflexions. Vous dites, le plan incliné n'est pas un caprice, mais une nouvelle possession dynamique de l'espace. Ainsi, vous avez vécu dans la pente. Elle fait partie de votre paysage mental. Je comprends cette sensation. Changer la situation dans le rapport au sol, c'était le but de la fonction oblique. Basée sur l'usage, elle veut affirmer l'idée de continuité, en finir avec la question du mur qui brise l'espace. Gommer l'obstacle pour rendre la circulation habitable. L'oblique veut provoquer instabilité et déséquilibre. L'individu est alors dans un état de réceptivité et d'alerte qui amène à s'interroger sur sa façon de vivre, sa façon de penser. La lutte contre toute forme de conformisme intellectuel prend forme architecturale. Nullement naïf, vous avez compris avec Virilio que vos idées et votre vision humaniste et sociale de l'architecture ne vont pas se réaliser tout de suite. D'où le projet de laisser une trace écrite avec la revue Architecture Principe, publiée à compte d'auteur. La fonction oblique est un signe de rupture, pour une époque de rupture, et résumera bien plus tard Paul Virilio. Le paradoxe, en effet, est que la rupture soit annoncée pour une recherche sur plus de continuité. L'oblique est un hymne à la fluidité spatiale. Dans les paysages accidentés que vous imaginez, continuité et rupture
se réconcilie grâce à l'association de l'oblique et de la faille. Ainsi, de faille en faille, de vide en vide, habitent les hommes. Ainsi, de faille en faille, de vide en vide, habitent les hommes. Ce sont vos mots. La synthèse entre l'aérien et le massif, des thèmes distincts dans vos premiers projets, est maintenant réalisée. Pas seulement. Vous ouvrez une troisième voie entre le vertical et l'horizontal, entre le linéaire et le profond, entre la grotte et le belvédère, entre la partie et le tout, entre l'intime et le collectif, entre le caché et le visible, entre l'architecture et le territoire. Vous avez créé ces paysages métaphysiques par le dessin. Vous nous avez confié, rayonnant, le dessin, c'est la liberté absolue. Il est pour vous un outil d'investigation incontournable. Vous dessinez encore et encore, doucement ou nerveusement, en petit, en grand, avec le poignet posé sur la feuille, par des gestes amples, mobilisant tout votre corps, comme un chaman qui voudrait entrer en communication avec l'au-delà de l'architecture. Voyons ça. Envoûtant. Incroyable. Quelle force. Déplacer l'architecture. Vous y êtes. La transmutation de ces fondamentaux est réalisée. Vous avez fait plus que la déplacer. Vous l'avez amplifiée jusqu'à en faire un paysage sans limite. Vous avez fusionné l'architecture et le territoire dans des structures fantastiques, pétries de mystères, ramifiées à l'infini, pour déployer l'inscription dans l'espace des futures concentrations humaines, jusqu'à l'utopie. La spirale, les vagues, le turbocite, les collines, les ponts urbains, la ville en marche ont matérialisé vos réflexions sur les déplacements, les flux, les migrations. L'oblique pour dynamiser les relations sociales et bousculer l'ordre existant. Il s'agissait de déraciner l'habitation pour inventer un autre habité possible. Une utopie urbaine, humaniste, dont l'objectif était de faciliter les migrations de masse et vous dites le nomadisme existentiel. J'appelle à une culture de la migration, parce que je pense que notre nombre sur Terre nous obligera à recourir au mouvement des foules et à vivre comme les anciennes sociétés de migration. Ces idées, dont on peut mesurer aujourd'hui encore le caractère radical, a fait de vous l'un des plus importants utopistes sociaux dans l'histoire récente de l'architecture. Ça me trouble. J'appelle à une culture de la migration. Radical. C'est un mot que je n'aime pas prononcer pour parler d'architecture, tant il est aujourd'hui galvaudé. Mais vous êtes un des rares architectes à pouvoir le porter et à le faire briller. À force de regarder plus loin, vous avez rencontré l'horizon, ressenti l'impérieuse nécessité pour l'homme de pouvoir faire face à l'infini, à un espace où l'esprit peut se déployer. Vous déclarez « Il faut chercher l'horizon et je me tue toujours à dire que s'il n'y a plus d'horizon, il n'y aura pas de ville intéressante. » Et je leur dis « Faites rentrer l'horizon dans vos villes. » L'immatérialité de l'horizon en contrepoint à la dimension cryptique des espaces produits par les pentes entrelacées de la fonction oblique. Capter la puissance des choses et mettre en tension les contraires vous a toujours intéressé. Pour que ça pète, pour que surgisse l'imprévu, pour bousculer ce qui existe et voir ce qu'il advient. L'instabilité encore, dans une pensée dialectique qui vise à formaliser une esthétique du choc.
puissante, troublante, inquiétante et optimiste. La ville me plaît parce que c'est un conflit. L'architecture me plaît parce que c'est un conflit. Vous êtes toujours prêt à en découdre, à prendre des risques pour rester en alerte, pour rester vivant. Et pas seulement au plan des idées. Vous conduisez sport et vous avez pris goût à la vitesse, ce tutoiement avec la mort, comme vous le dites. Et vous rajoutez, pour que la perspective de cette mise en danger soit comprise, il faut trouver des raisons de sortir de soi autres que le travail. Mais il faut en payer le prix. Vous direz, j'ai eu une vie pleine de doutes et de violence. Vous étiez une figure idéale pour la jeune génération qui venait régulièrement vous voir, en quête d'espoir, sans doute, de trouver les moyens de résister à une situation où l'architecte est de moins en moins respecté. Vous n'avez jamais enseigné, mais vous avez beaucoup transmis. Votre message était clair. Il faut affronter le défi de dire non, d'aller toujours au-delà, de toujours se remettre en question. Avec l'architecture, construire, c'est aussi se construire soi-même. Permettez-moi de vous dire, Claude Parent, dans l'intimité de ce lieu, que si je ne vous ai pas connu, je vous ai croisé à un moment important de ma vie d'étudiant. J'étais en deuxième année d'architecture à l'école de Marseille, sous la chape de plomb d'un enseignement que je trouvais à tort sûrement, sans intérêt. On avait beau me dire que construire par la géométrie descriptive l'épure de l'intersection d'une sphère et d'un cône était capital, ça ne me transportait pas vraiment. Et vous êtes venu donner une conférence. Je me souviens de vous comme d'un personnage excentrique, plein de panache, virevoltant, capable de tenir en haleine tout l'amphithéâtre en projetant des images de personnages en équilibre précaire sur des plans inclinés. Votre humour était cinglant, votre intelligence pénétrante. Quel appel d'air! Je me souviens de la sensation étrange que vous m'avez laissée. C'était un mélange d'enthousiasme et de crainte devant tant de liberté. Vous m'avez mis ce jour-là sur un chemin qui m'a permis, lorsque j'ai rencontré un peu plus tard Jacques Lartigue, de percevoir qu'il serait mon guide, mon maître. Vous aviez comme lui la passion de la vie, du mouvement, et cette sagesse qui vous permettait, avec légèreté, de modifier profondément les êtres et les choses. Vous aviez tous les deux le besoin vital d'élever l'esthétique à un art de vivre. Votre coiffure, vos costumes, vos voitures ont fait de vous un dandy. Mais un dandy guerrier, dissident, qui combat le rétrécissement des idées, le principe de précaution, les normes et la technocratie. Pour finir, j'ai ressenti dans vos interviews une grande pudeur, une façon très habile de dire ce que vous aviez à dire en préservant votre intimité. Qu'est-ce que cette attitude protégée? Laissez-moi émettre une hypothèse, dans la mesure où elle pourrait éclairer certains aspects de vos recherches. Lorsque Francis Rambert vous a demandé quel était le bâtiment qui vous avait le plus marqué, vous avez répondu, sans la moindre hésitation, l'abbaye du Tournai. Un chef-d'œuvre où chaque pierre est imprégnée de spiritualité, où proportion, vide et lumière nous parlent de transcendance. Un lieu capable, par son intensité, de bousculer nos vies. Permettez-moi un rappel, légèrement orienté, je vous l'avoue, de ce que je viens de dire dans ce discours. Deux personnalités ont été essentielles dans votre parcours. Yves Klein, l'artiste mystique avec lequel vous êtes entré en osmose, au point d'accepter de concevoir son mémorial et de risquer l'aventure du sacré. Paul Virilio, qui se disait révélationnaire au lieu de révolutionnaire et qui déclarait puiser dans la spiritualité la grandeur de l'espérance. Vous avez manifesté votre intérêt pour les églises en bâtissant avec Virilio Sainte-Bernadette du Banlay, mais aussi avec une souscription que vous avez lancée pour terminer celle de Le Corbusier à Firminy. Les architectes qui vous ont le plus marqué, Frank Lloyd Wright et Georges-Henri Pingusson, ont engagé l'architecture dans des questions ouvertement existentielles, à partir notamment de parcours initiatiques, qu'il s'agisse de la rampe en spirale tendue vers le ciel du musée Guggenheim de New York ou de la dimension cryptique du mémorial de la déportation à Paris. Cryptique comme les derniers paysages de la fonction oblique tendus vers un horizon métaphysique. Et je viens de le dire, l'abbaye du Tournai. Claude Parent, vous apparteniez à une génération éprise de liberté, prête à prendre tous les risques pour bousculer les idées reçues. Une génération iconoclaste
qui n'avait pas peur de dire qu'elle aimait la provocation, la vitesse et les plaisirs de la vie. Mais une génération finalement très pudique sur la question de l'esprit. L'approche existentielle de l'architecture, la quête spirituelle, le sacré, semble pourtant avoir accompagné votre travail, orienté vos recherches. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle me séduit dans la mesure où elle déstabiliserait un peu la figure officielle que l'histoire est en train de vous dresser et qui risque de recouvrir la complexité de votre personnage. Une hypothèse qui pourrait prolonger, par les questions qu'elle pose, votre immortalité. Merci. Cher Marc Barani, soyez le bienvenu dans notre académie. Chers confrères, cher Marc, sois le bienvenu dans notre compagnie.